Toute l'actualité du ski, chaque semaine sur Rhône TV. Avec le soutien de Bliblablo de Net+, Ski Valais et les banques Raiffeisen du Valais roman. Bonsoir tout le monde et bienvenue à l'avant-dernière émission de l'après-ski de cette saison 2. Et on a ce soir Patrick Flaxion et Olivier Knouffer, deux hommes qui travaillent dans l'ombre avec les athlètes pour leur permettre de briller week-end après week-end en Coupe du Monde notamment. Bonsoir messieurs. Bonsoir. Bonsoir. Mais avant de s'intéresser au travail d'Olivier et Patrick auprès des athlètes, notamment Loïc, Mélanie Meillard, mais aussi Lucas Erny et Alex Simonet, pour ne citer que ces athlètes, on passe au débrief des courses du week-end. Oui Marine, et pour commencer ce débrief, une petite question. On aime bien les devinettes ici, hein, Patrick et Olivier. Est-ce que vous connaissez l'Idaho, donc cette région qui accueille les finales de Coupe du Monde? Quelle est la spécialité de cette région? Je sais pas si j'ai vu juste, mais il me semble les patates, non? Les patates. T'as vu ça où? Olivier, est-ce que tu es suis... d'accord avec Patrick? Je pourrais pas dire, mais je me suis renseigné parce que j'ai une grosse discussion avec mon épouse et effectivement, j'ai vu que le Sun Valley donc, était dans l'Idaho, le comté de Blême, sauf erreur de ma part, mais aucune idée de ce que c'est leur spécialité. La tarte à la crème peut-être, non? Alors, tarte à la crème, patate. Marine, tu as une autre proposition? J'ai pas une autre proposition, mais t'en avais d'autres à la Jean-Pierre Foucault. Alors, on va jouer à ça. Question, alors, quelle est la spécialité de l'Idaho? Réponse A, le cornichon. Réponse B, la patate. Réponse C, le maïs. Ou réponse D, le renne. Du coup, ouais, je pense que c'était bon, à mon avis, avec la patate. La patate. On a droit d'un 50-50 ou l'avis du public ou... Allez, on regarde la patate, c'est ça? Ouais, je pense. Alors, que on va ça, écouter notre Johan Taché national, ou même mieux, international, notre enquêteur spécialisé qui est sur place. Regardez. Salut tout le monde, je vous emmène à Sun Valley pour les finales de la Coupe du Monde. C'est bien évidemment pas la porte à côté, le voyage de la Suisse jusqu'à Boise, la capitale de l'Idaho. Il faut compter environ 20 heures. Allez, on y va. Après des escales à Munich et à Seattle, nous voici enfin à Boise, la capitale de l'Idaho. Mais l'Idaho, déjà géographiquement, c'est où? Au sud, il y a le Nevada et l'Utah. À l'ouest, vous avez l'Oregon. À l'est, le Wyoming. Et au nord, vous avez le Montana. L'Idaho n'est pas un état vraiment connu en soi. C'est un état très rural. On y compte seulement 2 millions d'habitants qui vivent essentiellement du tourisme et surtout de la patate. Figurez-vous qu'il y a environ 30% de la production américaine de patates qui vient de l'Idaho. Donc il y a de grandes chances que si vous mangez des French fries aux États-Unis, que ça vient d'ici, de la région de Boise. Au-delà de ces pommes de terre, l'Idaho est connu pour ses paysages, pour sa beauté sauvage. Il n'y a pas beaucoup d'architecture ici à visiter, que ce soit à Boise ou dans les environs, mais on a quand même trouvé un lieu qui vaut le détour. Si vous passez dans l'Idaho, il faut passer à l'Albertson Stadium ici à Boise. C'est l'équipe universitaire des Boise State, les Broncos de Boise State qui a la particularité, vous le voyez, d'avoir un terrain bleu. Ils ont déposé d'ailleurs la marque. Aucun autre club, aucune autre université ne peut avoir une pelouse bleue. Coup marketing réussi, mais on n'est pas là pour parler football américain. On est là pour évoquer les finales de la Coupe du Monde de ski à Sun Valley. Allez, on prend la route. 2h30 de route sont nécessaires pour venir de Boise, la capitale, jusqu'ici à Sun Valley. On est passé à travers des paysages magnifiques, arides, qui contrastent vraiment avec Sun Valley, la station chic de l'Idaho. Ici, la bouteille d'eau au supermarché se monnaie à 2 $, le pain au chocolat à 7 $. On est vraiment dans une autre dimension. Les stars ont l'habitude de venir ici. On parle de Arnold Schwarzenegger, de Tom Hanks, ou à l'époque il y avait également Bruce Willis. Et Sun Valley a l'ambition vraiment de revenir dans le ski de compétition. Ce n'est pas un hasard si la Coupe du Monde de ski fait à nouveau escale ici. Sun Valley has so much history. It was the first ski area in the United States.
It's also the site of the first chairlift in the world. There is a long tradition of ski racing here, but it's been a long time. So we're excited to show off what Sun Valley is all about and how beautiful of a place it is, because it's really unknown in a lot of places around the world. But it's stunningly great skiing, and the racing will be fantastic. And we're really looking forward to it. C'est la troisième fois que Sun Valley organise des courses de Coupe du Monde. La dernière fois, c'était il y a très longtemps. C'était il y a un demi-siècle, c'était en 1975 et 1977. Pour l'anecdote, à l'époque, Lise-Marie Morero s'était imposée les 2 fois en slalom. Près de 50 ans plus tard, tous les athlètes vont découvrir cette nouvelle piste, la piste Challenger, comme ils l'appellent ici, Challenger, car elle est très difficile, beaucoup de pentes, ça promet énormément de spectacles. Sur une toute nouvelle piste, hein, qui en plus a été construite vraiment pour ça. Ça fait une année et demie qu'ils travaillent dessus, ils ont amené beaucoup de terre, ils ont coupé des arbres, ils ont vraiment travaillé. C'est une montagne magnifique, c'est une piste avec beaucoup de pentes. Il y a pas beaucoup, il y a quoi, plus de 800 mètres de dénivelé, mais par contre il n'y a absolument pas du tout de zone de glisse, c'est raide du haut jusqu'en bas. D'après ce qui se discute, c'est vrai que Sun Valley, plus ou moins, serait là pour 3 finales, je connais tous les 2 ans, si tout se passe bien cette année. We still need to run some ski races this week first. So, yeah, of course we're interested in being involved in the long term. We just built a brand new downhill, new A-nets, new snowmaking, big investments, right? And so we would love to keep doing that. First, we have to get through this week, and of course the FIS and all our partners, US Ski and Snowboard Association, has to come together, but you know, it's a natural that we would like to do it. Bravo messieurs, c'était donc la patate, mais on va pas parler patate ce soir, on va parler des épreuves, certaines qui ont eu lieu et d'autres non. Et à Sun Valley, ce sont les spécialistes de vitesse qui étaient à l'honneur. Pas de descente malheureusement, puisque les courses ont été annulées en raison des mauvaises conditions météorologiques. Conséquence, les globes de la descente sont revenus à Marco Dormat et Federica Brignone, laquelle s'impose au général comme le Nidwaldien. Ouais, les Suisses qui ont même fait très fort en descente. Hein. Odermatt au classement général tout devant, qui devance Franjo von Allmen et Alexis Monet. 3 Suisses aux premières places, c'est rare de voir 3 athlètes de la même nation, c'est la 3e fois dans l'histoire que ça arrive. Patrick, Alexis Monet, tu le prépares aussi physiquement. Il a vraiment franchi un cap cette saison. Oui, je pense que ça faisait quelques temps déjà qu'il montrait des signes positifs sur ses capacités d'athlète. Mais là, cette année, je crois qu'il a pas mal réussi à aligner tous les facteurs de performance et je pense qu'il est vraiment sur une bonne base. Là, ouais. C'est jamais tellement un déclic. On a l'habitude de dire qu'il y a eu un déclic, mais c'est un travail sur le long terme. C'est vraiment ça. Ouais, c'est un ensemble de choses. Il y a plusieurs composants de la performance. Il faut que tout s'aligne, tout se mette ensemble. Et aussi la maturité. Là, il faut connaître les pistes. Il faut se faire sa place aussi dans l'équipe. Donc je pense que il a bien réussi à faire ça dernièrement. Tu es aussi préparateur physique de Loïc Meillard, qui est un des plus grands concurrents à Marco Dormat. Qu'est-ce qui t'inspire, Marco? C'est un artiste. C'est un magnifique artiste du ski. C'est le Mozart du ski, je pense, effectivement. Il a cette qualité d'improvisation, de fluidité, de feeling sur la neige. Et on dirait qu'il n'y a pas d'obstacle qui lui pose un problème. Et s'il y a un obstacle, il arrive à engager, à prendre des risques, ou bien quand il fait une faute, il relance très fort derrière. Franchement, c'est extraordinaire à voir. Olivier, tu travailles toi aussi avec Loïc Meillard. On va en parler plus tard dans l'émission, mais juste en quelques mots, tu peux nous expliquer quelle est ta fonction avec Loïc cet hiver? Tout d'abord, ma fonction, elle a été amenée entre guillemets par Patrick qui a amené une fois ses athlètes à un cours de karaté et de kickboxing. Et suite à ça, on en a parlé un petit peu ensemble et il serait peut-être intéressant que tu essayes de voir si on pourrait faire quelque chose avec Luca, avec Loïc. Et suite à son analyse très précise de ce qu'il avait besoin, j'ai essayé de concocter un petit peu un programme à travers lequel on a fait du karaté, à travers lequel on a essayé de toucher un petit peu une forme de philosophie qui est propre un peu aux arts martiaux, puis de l'implémenter dans une sorte de travail. Je pense que pour faire du travail qui peut être efficace au niveau mental, il faut que ça soit actif dans le réel. Et moi, j'ai besoin, quand je travaille avec des athlètes, d'avoir une forme de travail physique ou technique à travers de la
motricité ou de la neuromotricité en fait. Et c'est là que j'interviens, que je suis intervenu dans ce cadre-là. D'accord, on aura l'occasion d'en parler encore plus tard. Donc les descentes qui ont été annulées, mais le Super G par contre. Mais les Super G ont eu lieu, notamment chez les hommes. Le globe était déjà joué, Marco Dormat l'a remporté, mais chez les femmes, tout était encore serré. Une bataille acharnée entre Federica Brignone et Lara Goudberami. Finalement, Lara a fait un Super G, une démonstration. Elle gagne son 6e globe de la spécialité et le 9e tout confondu. Patrick, Lara Goutte, elle s'appelait encore comme ça hein, quand tu l'as préparée physiquement. Aujourd'hui, c'est Lara Goudberami. On n'a plus de mots non plus hein, pour définir cette artiste aussi. Ça fait 15 ans qu'elle est en Coupe du Monde, mais ça fait 15 ans qu'elle est tout devant, quoi. Hein. C'est ça qui est impressionnant. Comment tu l'expliques? Moi, j'avais prédit, hein, j'avais fait le diagnostic, le pronostic qu'elle serait largement devant à la finale. Et là, elle n'a tout simplement pas laissé les autres skier. Et ça, c'est elle, en fait. Hein, quand elle dit « j'ai retrouvé le plaisir de skier », ou qu'elle se met en état de grâce, ou qu'elle arrive à se mettre en état de performance, c'est exactement ça qu'elle a fait. Même qu'elle a eu une période un petit peu difficile avant, elle est capable de produire un gros résultat. Et c'était le cas, et je crois même que dans Super G qui était, je ne sais pas chez les hommes combien elle fait, mais... 10e, ouais, exactement, c'était sur la même piste. Ouais, elle fait même 10e. piste, bon alors c'est pas le même matériel non plus, d'accord, mais quand même, hein, ça montre le niveau. Et moi je pense que c'est vraiment... Je suis content qu'elle fasse ça en fin de saison, vraiment c'est bien pour elle. Olivier, qu'est-ce que ça t'inspire? On peut parler de Lara Goudberami, mais d'un sportif de manière générale, hein, qui reste vraiment à son sommet pendant 15 ans. Ouais. C'est... Bon, moi, ce que je trouve impressionnant, c'est effectivement de garder cette fraîcheur. On a vu qu'en début d'année, elle a eu de la peine à se mettre dans le coup. Elle a eu certainement une préparation qui était un petit peu avortée dans une partie de la saison, puisqu'elle a commencé un petit peu plus tard, sauf erreur de ma part. Hein. Et puis, ce qui m'a frappé, c'est sa performance de ce week-end, mais surtout le commentaire qu'elle fait, où elle reprend les mots que Patrick vient de dire, en relation avec la notion de plaisir, de fraîcheur, quoi. Et après, c'est plus de 10-12 ans où elle est au top. Garder cette fraîcheur-là, garder le plaisir, où elle signifie vraiment que c'est la clé du truc. Puis quand on parle de l'attitude générale que doit avoir un athlète de haut niveau, ça revient toujours, cette notion-là, quoi. Le résultat devient presque secondaire. Ce qui compte, c'est le plaisir d'être dans son élément et de faire ce que l'on aime. Et si on arrive à garder un peu cette fraîcheur-là et qu'on a le talent d'un athlète comme celui de Lara, ben effectivement, je pense qu'il n'y a pas de raison que ça s'arrête trop tôt, quoi. C'est aussi une carrière de choix. Elle a dû prendre des choix hein, pendant toutes ces années. Elle a chaque fois su ce qu'elle se voulait. Patrick, tu confirmes, elle a fait les bons choix. Enfin, des fois, elle a dû changer d'encadrement, etc. Ça fait partie aussi de son succès. Oui, elle a beaucoup de vision. Hein. Donc, quand on bossait ensemble, ça a duré 14 ans. On a fait des cycles chaque fois de 5 ans. En 2019, on s'est rendu compte qu'il fallait réorganiser les choses. Aussi parce que tout le monde évolue et qu'à un moment donné, il y a aussi une espèce de lassitude où moi, je sentais que j'arrivais plus à lui amener ce qu'il fallait. Et c'est là où elle a réorganisé son cadre. Elle a mis 2-3 ans pour revenir. Puis derrière, elle a flambé l'année passée. C'était extraordinaire. Cette année, c'est quand même super. Donc, elle arrive à tenir indépendamment de l'organisation qu'on a autour. Et moi, je dis toujours, un très bon athlète, même si l'encadrement des fois joue pas, où il y a des problèmes, il arrive à surpasser ça. Et ça, c'est la personnalité, c'est le mental, c'est vraiment aussi ce qu'on a cherché ensemble à travailler et sur quoi tu mets le doigt, hein, c'est cette capacité j'aime bien les mots que tu reprends, à être la meilleure version de lui-même. Ouais. Ça, c'est ce qui fait la différence à niveau égal quand on est tout en haut. On a parlé de Lara Goudberami, on va parler maintenant de Loïc Meillard, que vous connaissez très très bien dans la grosse actu de la semaine. La grosse actu, c'est évidemment Loïc Meillard, que vous suivez depuis de nombreuses années. Patrick, pour toi, depuis quelques mois, Olivier. Patrick, ça ne te surprend pas de voir Loïc à ce niveau-là? D'abord, ça m'impressionne. Parce que ce qu'il fait ces 2 dernières saisons, dans la deuxième partie de saison, c'est vraiment son meilleur niveau. Et puis de pouvoir le faire et le refaire, c'est toujours impressionnant. Je ne crois pas qu'on puisse s'habituer comme coach à ça. Enfin, moi, ça m'émeut et ça m'impressionne chaque fois. Donc, est-ce que je suis surpris? J'ai envie de dire non, mais en même temps, c'est l'extase, quoi. Pour lui, c'est beau. On va voir justement ce que Loïc pense hein, de son hiver jusqu'à présent. On l'écoute. Je pense que je suis arrivé dans la saison en étant prêt et en me sentant vraiment
voilà, à l'aise sur mes skis et serein. Et en fin de compte, tout s'est passé absolument différemment en début de saison. On a quand même réussi voilà, à changer ça d'une bonne manière, à gérer ces problèmes d'une manière optimale pour en fin de compte aller chercher des podiums et des médailles. Et ça fait en fin de compte chaud au cœur de savoir qu'on a fait le travail de la bonne manière. Je pense qu'une saison réussie, oui. Après qu'est-ce qu'une saison réussie en fin de compte? Ça dépend toujours de quel côté on le regarde. Si on regarde le verre à moitié plein ou à moitié vide. Je pense qu'en slalom, c'est plus que réussi. En géant, il y a eu des très bonnes choses qui ont été là. Après, il y avait aussi certaines choses, je pense, qui auraient pu être mieux. Et si on regarde le Super G, en fin de compte, c'est absolument zéro réussi. Donc, c'est pour ça que je dis, ça dépend toujours où est-ce qu'on regarde et qu'est-ce qu'on veut faire, quels sont les objectifs aussi. Mais je pense, si on prend les circonstances du début de saison, c'est plus que réussi. Et l'hiver de Loïc qui n'est pas terminé, hein. Ce jeudi, il sera encore en lice pour remporter le globe du slalom. Il est en lice en concurrence avec le Français Clément Noël et surtout le Norvégien Henrik Kristoffersen. Messieurs, voilà les chances de Loïc de remporter ce globe. Pronostic. Les chances qu'il gagne sont élevées. Et puis, ce qu'on ne sait pas, c'est ce que fera Kristoffersen et Noël. Ce que feront Kristoffersen et Noël, c'est en fait... Ses chances de gagner sont élevées, mais je crois que lui, il va pas là-bas pour se dire il faut absolument que je fasse premier. Il va là-bas pour donner sa meilleure version, et puis ça ne dépend pas que de lui. Donc, même s'il gagne, si Kristoffersen fait 2, ben, il n'a pas le globe. Ça suffit pas. Donc, on ne peut pas espérer, je dirais, une erreur du Norvégien. Je ne crois pas. Olivier, comment on aborde un slalom? Voilà, il y a de l'enjeu. En même temps, sa saison, elle est déjà plus que réussie. Il est champion du monde de slalom. Ouais. C'est extraordinaire. Il y a un adage en fait en sport qu'on retrouve très souvent quand on écoute les coachs qui travaillent avec du haut niveau et tout le monde s'accorde à dire que plus on cherche le résultat, plus il se cache en fait. Hein. Et l'idée, je pense que se situe un petit peu là, c'est-à-dire que l'enjeu, il ne doit pas tuer le jeu. Et tant que des avions de chasse, des Formule 1, comme on les appelle, ces skieurs sont capables de rester dans le jeu, alors ils peuvent délivrer une prestation qui est celle de leur meilleur état physique, émotionnel et technique. Et la clé se situe certainement là. Et ça se joue, je pense, sur des très petites choses. L'expérience que j'ai dans d'autres sports que je connais un peu mieux, c'est souvent comme ça que ça se passe. Hein. Le fait d'augmenter la pression est une bonne chose, c'est à certains athlètes. Et puis trouver la manière dont je peux être la meilleure version de moi-même dépend un peu de chacun. Mais une chose qui est certaine, c'est que si le résultat est omniprésent dans tout ce que l'on fait, alors on rend la chose encore plus difficile. La saison de Loïc est d'autant plus folle qu'il s'est blessé en début de saison avant le géant de Solden. Patrick, vous avez travaillé sur son retour. Olivier, j'imagine aussi. Qu'est-ce que vous avez fait durant cette période avant les slaloms de Lévis? Quand il m'appelle pour me dire qu'il ne prendra pas part à la Manche et qu'il va à Zurich faire un IRM, c'est quand même pour lui, pour tout le monde, un gros coup de massue. Et puis derrière, c'est là aussi la force des champions. Hein. C'est déjà dans la voiture et on échafaude des plans. On met en place et comment. Et là, il y a toutes les idées qui sortent. Et puis après, il s'agit de canaliser tout ça et de s'assurer qu'on ne panique pas, mais qu'on se repose sur les fondamentaux, sur ce qu'on sait faire, sur ce qu'il connaît. Et là, ça a été ça vraiment, c'est de travailler avec son physio habituel ici à Sion, Nicolas Mathieu. Il a travaillé avec moi, il a travaillé avec Olivier, il a travaillé avec toi aussi. Donc en fait, et Laura, sa physio de l'équipe. Donc tout ce groupe s'est communiqué. Moi, j'ai essayé de synchroniser tout ça avec un contact permanent avec Matteo pour qu'en fait on utilise chaque journée au mieux de ce qui est possible. Et puis je pense, mais là je pars sous ton contrôle, mais ce qui a été important pour moi c'était de lui faire refaire des tests physiques pour qu'il puisse sentir son corps mais avoir un chiffre sur ce qu'il fait, pas seulement en max, mais ils étaient égaux à ce qu'ils faisaient pendant l'été, mais que ça corresponde à ses sensations. Parce que finalement, quand tu arrives en course, il faut que tu saches avec quelles armes tu vas te battre, avec quels outils tu vas pouvoir ça performer. soit rassurant finalement. Et c'est question de retrouver ses repères, en fait. Voilà. Et on s'est mis ensemble juste avant qu'il reparte à Lévis, où on a vraiment travaillé, intégré l'aspect mental, l'aspect physique, pour qu'il puisse repartir en disant « Ok, si j'ai pas de douleur,
trop importante, je peux faire une manche. Olivier, justement, ton travail à cette période-là précise. Bon, la chose qui est de nouveau super pertinente, je pense, pour un athlète, c'est quand il y a un peu une structure autour de lui, qu'il y a un architecte qui est pour moi, je le vois vraiment comme l'ingénieur ou l'architecte Patrick, qui est capable très vite d'analyser une situation avec beaucoup de pertinence et puis de mettre un petit peu en place le plan et la planif qui permet de revenir au niveau. Dans cette période-là, sans vouloir trahir de secrets ou raconter d'histoires qui ne sont pas sorties de la bouche de Loïc, mais il a sur une semaine et demie près de 20 heures de soins. Hein. Donc, faut être conscient que c'est juste énorme, quoi. C'est beaucoup. Et puis à ce moment-là, il y a tout ce travail d'équilibre, tout ce travail de proprioception, de perception, de retour à l'appréciation du corps, mais aussi le fait de pouvoir mentalement pas aller trop dans le fait que je suis blessé, et ça doit être c'est terrible, hein, pour un athlète de très haut niveau qui attend impatiemment que la saison commence, puis d'un coup il se bloque à l'échauffement là, et tu te dis que ça commence pas, etc., et tu commences à tourner en rond. Et ce qui a été brillant chez lui, c'est que la prise en charge qu'il a eue par les gens qui sont autour de lui, le staff, elle a été assez pertinente et assez utile, puisqu'il est revenu rapidement et il fait 3 à Solden. Il fait une médaille de bronze à Lévis, pardon, c'est à Solden que ça arrive. Il fait 3e à Lévis juste après. Donc c'était chouette, et je crois que lui, ce qu'il a vécu, c'est vraiment ça. Ce qu'on a ressenti en tout cas proche, c'est ça. C'est qu'il avait une prise en charge qui lui a permis aussi d'être confiant sur ce qui allait venir, quoi. Loïc, c'est aussi celui que Marcel Hirscher avait qualifié d'extraterrestre. Donc au moment de partir à la retraite, Marcel Hirscher, donc on le rappelle, 8 globes de cristal, il avait dit le prochain à dominer la Coupe du Monde de cette manière, ce sera Loïc Meillard. Entre-temps, il y a un Marco Dermatt qui est arrivé. Voilà, on les voit là, ils sont copains, mais ça ne doit pas toujours être facile. Comment est-ce que toi, Patrick, tu sens la relation entre Loïc et Marco? Qu'aurait été la carrière de Loïc jusqu'à maintenant sans Marco Dermatt? Je crois que les athlètes entre eux, que ce soit des amis ou des ennemis ou des copains d'équipe ou pas, la performance fait que chacun pousse l'autre en fait. Hein, et je crois que Marco le dit aussi, dans mon équipe, ils sont tous forts, les jeunes arrivent et ils m'obligent à m'améliorer. Je crois que on vit ça entre les athlètes de haut niveau, Nadal, Federer, ils se sont poussés l'un et l'autre avec des jeux différents et qui forcent en fait l'amélioration. Puis c'est finalement ça qui est beau dans la performance. Loïc n'a pas les mêmes mécanismes de performance que Marco. Chacun arrive avec son passé, son éducation, ses qualités. Et chacun joue son jeu de la meilleure manière possible. Et je pense que l'un et l'autre font que l'histoire est belle aujourd'hui dans le ski. Donc, est-ce que la carrière de Loïc serait plus forte sans Marco? On a un exemple. Hein. Kristoffersson a tout le temps été derrière Marcel Hirscher. Quand Marcel a arrêté, Kristoffersson n'a pas gagné. Voilà, on pensait qu'il allait prendre le relais. Donc, voilà. Olivier, tu confirmes d'avoir une si grande concurrence, c'est bénéfique pour tout le monde? Effectivement, c'est une certitude. On le voit aussi avec ce qu'on peut constater avec l'équipe suisse aujourd'hui. Hein. On voit qu'il y a une grosse concurrence dans chacune des disciplines qui fait que les gars se poussent et ils avancent, ils donnent le meilleur d'eux-mêmes. Et je pense que quand ils ont des temps à l'entraînement, ils peuvent savoir que c'est du sérieux. Ils n'ont pas besoin d'attendre qu'une autre nation descende pour voir ils savent qu'ils sont dans la Coupe du Monde, quoi. Hein, exact. Donc je pense que effectivement, c'est très très productif ça. Arriver à un tel niveau, ça demande beaucoup de travail. Comment vous décririez Loïc en conditions physiques ou même lors des entraînements? Voilà. Qui est Loïc Meillard pour vous? Loïc est un méticuleux, un travailleur précis. Il analyse, il fait rien au hasard. Et il fait très confiance à son staff. Dès l'instant où il met sa confiance en quelqu'un, il est très constant dans sa confiance et dans les échanges. C'est jamais quelqu'un qui arrive avec une critique en disant ouais ça c'était pas bien, ça c'était. Il arrive toujours en disant bah voilà, moi je pense que j'aimerais faire comme ça maintenant, qu'est-ce que tu en penses? Et ces discussions-là de printemps sont vraiment vraiment riches. Et c'est la grande force de Loïc. Et on le voit aussi, c'est peut-être aussi parfois pas une critique, mais une remarque qu'on peut faire à son égard, il prend les événements avec beaucoup de recul. Hein. On dit ouais, il n'a pas beaucoup d'émotions.
En fait, s'il en a beaucoup, mais c'est quelqu'un qui prend de la distance, qui a du recul sur les choses, qui assume ses choix, qui assume ce qu'il fait et qui s'emballe pas non plus quand c'est génial. Il est heureux, il est content, mais il a une espèce de distance sur les choses qui est vraiment remarquable. Et je pense que c'est une force sur la durée. Olivier, pour ta Oui, part. clairement. J'ai le même sentiment, clairement. Et effectivement, ce qui peut être interprété parfois comme un manque d'émotion, je ne pense pas que c'est le cas du tout, mais je pense qu'il a une forme de stoïcisme. Il est déjà un peu philosophe dans sa prise de recul par rapport aux choses. Il ne réagit pas à chaud. Moi qui étais embarqué dans cette histoire grâce à Patrick, parce que les premières séances où tout d'un coup, je pense Patrick propose à Loïc qu'on fasse peut-être un truc ensemble, etc. La manière dont l'analyse est faite par Patrick, la participation que va avoir Loïc là-dedans, qui est déjà une star du ski, puis l'ouverture qu'il a quand il accepte quelque chose, je retrouve vraiment ça. C'est-à-dire que s'il adhère à un truc, il va peut-être pousser plus loin ce qui peut le faire progresser, ou là où il a une piste qu'il trouve intéressante, mais par contre il est extrêmement, il a un mindset toujours optimiste et toujours positif, je trouve, dans le travail. Et ça, c'est assez remarquable, quoi. Et à son niveau, vers quel détail on se tourne pour devenir encore meilleur? Qu'est-ce qu'on travaille vraiment? C'était ça là aussi l'idée, de collaborer avec Olivier, et je souhaite vraiment, si Loïc est d'accord, qu'on puisse le faire, continuer. C'est justement d'aller dans ces détails, dans l'élévation de lui-même, en fait. Quand on discute avec Matteo, c'est clair que Loïc, je crois qu'on peut dire qu'il sait skier. Donc, quelles sont les marges de progression dans la technique? Probablement très faibles, voire inexistantes. En revanche, dans le comportement, dans l'appréciation, dans l'élévation dans son art, en fait. Et c'est un petit peu aussi la recherche qu'on a eue et qu'on veut développer avec Loïc, c'est développer ce côté joueur moins analytique et plus joueur, qui fait qu'à un moment donné, et ça c'est surtout toi qui pousse ça en avant, il lâche, il commence à jouer vraiment. Et là, j'aimerais juste t'entendre là-dessus, parce que c'est, à mon avis, une des clés. Ouais, là, peut-être une chose qu'il faut dire, c'est que quand mon rôle, entre guillemets, mon rôle c'est le karaté, c'est un peu la philosophie des arts martiaux. Ça n'a pas été la préparation mentale, c'était une approche dans laquelle on essaie de créer. Moi, je parle toujours de Shin-Gitai. On parle dans les arts martiaux de Shin-Gitai. C'est dans les arts martiaux, on parle de la notion du corps, donc tout ce qui concerne la force, la vitesse, l'explosivité. Après, on parle de la technique, c'est la capacité que j'ai d'être rapide, vif, coordonné. Et puis après, c'est ma tête, mon mental, comment je me focalise ici et maintenant pour être dans l'instant et pas dans la situation par rapport à ce dont on parlait tout à l'heure entre le jeu et l'enjeu. Et puis en fait, dans les différentes actions, différentes activités que l'on a, le but c'est d'essayer de comprendre ça et de mettre ça un petit peu en place pour créer un lien entre le carré, entre le corps, entre la technique et la tête, quoi. Alors dans mon travail avec du travail de combat, avec l'appréciation que lui peut avoir, avec les différents exercices de plasticité, de neuroplasticité sur lesquels on travaille, d'agilité, etc., il y a beaucoup d'éléments qui sont pertinents, dans lesquels le progrès se fait par lui-même directement, quoi. C'est pas dans mon métier à moi ou dans mon approche à moi, je peux pas planifier des choses. On peut chronométrer certaines choses, mais je suis aussi entraîneur. Mais ce que fait Patrick dans la planification, c'est extrêmement factuel. On est dans la réalité tout le temps. Des exemples concrets que je peux vous donner, c'est sur un exercice d'équilibre. Un jour tu tiens, le lendemain tu tiens beaucoup moins, et pourtant tu devrais avoir progressé. Sauf que dans l'instant, si tu n'es pas bien posé, si tu n'es pas bien toi, tu ne sais pas pourquoi ça ne fonctionne pas. Ou c'est moins mesurable que la force qu'on peut comprendre et mesurer après une période où on sait que tu as progressé. Et tout ça a mené Loïc évidemment au succès. Il a du succès, les skieurs suisses aussi. Et il y a d'autres athlètes suisses qui brillent dans d'autres disciplines. On l'a vu ces derniers jours dans les réseaux sociaux. On le regarde tout de suite. Et elle était sur ce plateau la semaine dernière. 3 jours après, elle a remporté l'Xtrême de Verbier. Jenna Keller, la Morginoise, pour son premier hiver sur le Freeride World Tour, qu'elle termine d'ailleurs à la 2e place du général. Elle a succédé à Sibylle Blangeant, la dernière valaisanne qui avait gagné à Verbier. Patrick, tu connais très bien Sibylle également, puisque tu es son préparateur physique. Elle a dû tirer un trait sur cet hiver. Où en est-elle? Est-ce qu'elle va mieux? Oui, elle est prête à recommencer l'entraînement, en fait. Ouais. Parce qu'elle a chuté lourdement avec des contusions sévères à la colonne, en fait, qui ne sont pas graves, mais qu'il fallait quand même stopper. Elle ne peut plus faire sa saison. Donc voilà, on a dû reprogrammer ça.
Alors, elle en est où? Elle va recommencer la préparation pour l'année prochaine. Elle a vraiment envie de revenir au plus haut niveau. Elle doit intégrer aussi des sauts plus engagés. Enfin, il y a une évolution dans ce Bien sport sûr. qu'on voit bien. Et donc, pour elle, maintenant, c'est de se repositionner avec sa capacité de ski, parce qu'elle skie, si elle est bien, elle engage vraiment sur des grosses barres. Donc, on est là-dessus avec elle. On va recommencer la préparation de l'année prochaine. Mathilde Gremaud est devenue pour la seconde fois championne du monde en slopestyle. Regardez encore. Switch left, double 9, putting it down really good. Come on, a lot of pizza for Mathieu. She's gonna go right. Et des réseaux sociaux, on va passer un appel à Luc Roduit, qui est notamment suivi par Olivier Knupfer. Mais avant ça, on passe une page de publicité. Vivez local, banquet local. Salut Luc, comment vas-tu? J'ai vu que tu étais en Italie avant-hier, en Suisse hier, et puis apparemment tu as encore déménagé. Ouais, là je suis actuellement en Slovaquie pour une tournée de quelques courses. Voilà, donc l'hiver n'est pas terminé, hein. On parlera peut-être de la fin de l'hiver après, mais si on parle de tes performances, de ta saison jusqu'à maintenant, qu'est-ce que tu peux nous dire? Comment s'est passé cet hiver? Alors, un hiver long, très long, enfin encore plus long quand je pense, parce que j'étais en hémisphère sud cet été. Et ouais, hiver à la course, des courses FIS et des championnats nationaux afin de baisser mes points et d'avoir des meilleurs dossards en Coupe d'Europe, parce que la densité enfin, c'est pas mal dense en ce moment, le niveau au ski alpin, pas qu'en Coupe du Monde, aussi en Coupe d'Europe et en FIS. En termes d'objectifs, tu t'étais posé des buts à atteindre, j'imagine, hein. Est-ce que tu les as atteints? Est-ce que tu peux encore les atteindre d'ici la fin de la saison? Alors, je m'étais fixé trois échelons d'objectifs. Donc, dans un premier temps, baisser mes points. Donc, actuellement, je suis là à baisser mes points. Ensuite, c'était d'atteindre les minimes en FIS, donc les fameux 23-0-0. Donc là, je suis à 23-30 en slalom et 23-80 en géant. Donc, j'y suis très proche. Et le meilleur, enfin, le top objectif, ce serait de passer en dessous de ces 23. Donc, ça se fait dans les championnats nationaux afin de gagner pas mal de dossards pour envisager de courir en Coupe d'Europe la saison prochaine. D'accord. On t'avait découvert, hein, aux Jeux Olympiques de la jeunesse. On revient quelques années en arrière. C'était en 2020 au JOJ à Lausanne. Tu avais gagné 3 médailles. Comment s'est passé l'après Jeux Olympiques de la jeunesse? Alors, ça remonte à longtemps. Ça ne nous rajeunit pas? Non, ça ne rajeunit pas, en effet. Alors, après c'était période Covid, donc la saison a été bâclée assez rapidement. J'étais assis sur une bonne lancée à ce moment-là. Et ensuite, c'est passé une saison. La saison d'après était assez compliquée pour ma part, où je m'étais mis pas mal de pression. Ouais, franchement, actuellement, je ne saurais pas le dire. C'était peut-être un peu ridicule. Mais je me suis mis beaucoup de pression et je n'étais plus moi-même. Donc, c'était une excellente expérience, les JOJ, mais par après, ça m'a permis Plus compliqué. le chemin est encore long et
et tout peut arriver, de blessures physiques, de blessures mentales. Et le ski est un sport difficile et on est challengé chaque jour. Tu as pu retirer, pas du positif, quoi, mais est-ce que tu as pu ressortir grandi quand même de cette expérience, de cette période plus compliquée, d'après JOJ? Je pense que toute chose, moi je suis persuadé que toute chose a une raison. Et oui, ça m'a permis vraiment de prendre en maturité, de prendre conscience de la préparation mentale, de prendre conscience que ce n'est pas forcément s'entraîner le plus possible, mais s'entraîner intelligemment. Et voilà, parce que j'avais peut-être tendance à être un gros bourrin avant. Et ça m'a permis de reposer les pieds sur terre et de réfléchir avant d'agir. Tu parles un peu du mental, justement, tu as commencé un travail avec Olivier Knupfer qui est sur le plateau avec nous ce soir. Qu'est-ce que tu travailles avec lui? Alors, j'ai pris contact avec Olivier parce que je l'avais rencontré via un camp de condi avec Elitement, justement. Et j'ai bien apprécié sa philosophie. Déjà du fait que ce soit... il vient des sports de combat. Et je pense que en termes de niveau mental, les combattants ils sont vraiment ils vont vraiment à l'état primitif. Donc c'est ce que je recherche avec lui, c'est de faire les choses naturellement, sans réfléchir et tout en restant un guerrier, restant agressif, mais sans se faire prendre par les émotions. C'est encore un sujet qui est encore un peu tabou, entre guillemets, hein. Pourtant, aujourd'hui, la préparation mentale, elle fait partie intégrante de la carrière d'un sportif. Quel message tu pourrais faire passer aux jeunes athlètes, hein, que ce soit des skieurs ou pas, qui regarderaient l'émission ce soir? Il ne faut pas hésiter à appeler un coach mental. Alors, je me rappelle, c'était au cycle d'orientation à Orsières, donc en sport-études. J'avais un prof qui justement parlait de préparation mentale. À cet âge-là, j'étais là, ça ne sert à rien, c'est nul. Et la préparation mentale, c'est 1% du sportif, mais c'est le 1% qui tient le 99% du reste. Donc, franchement, c'est vraiment les bases de la fondation. Parce que si tu n'arrives pas à t'exprimer pleinement tes capacités, c'est un peu dommage. Et c'est ce qui t'a permis aussi de peut-être de t'accrocher dans ces périodes un peu plus difficiles. Tu confirmes? Ça a été un outil important pour toi? Oui, je pense. Et je pense que je suis encore loin de maîtriser tout ça. J'ai encore beaucoup à apprendre, que ce soit à niveau mental. Et voilà, je m'efforce d'apprendre chaque jour plus et d'être chaque jour 1% meilleur que hier. Justement, meilleur que hier, ça annonce les courses encore à venir, hein, cet hiver. Tu es en Slovaquie, tu seras aussi au championnat suisse, à Zinal, Griemens? Oui, alors je vais rentrer pour les championnats suisses. Je vais faire le géant et le slalom. Et ensuite, on verra pour la fin de saison ce qu'il en est. Bah écoute Luc, merci beaucoup d'avoir pris le temps de parler avec nous quelques minutes. On te souhaite vraiment le meilleur, hein, d'ici la fin de l'hiver et pour ton avenir aussi, évidemment. Merci beaucoup. Allez, bonne course. Ciao, ciao, ciao. Ciao. Olivier, on te connaît en tant que directeur du Karaté Club Valais, entraîneur, ancien athlète, etc. Et aujourd'hui, tu es sur le plateau de la presqu'île. Qu'est-ce qui s'est passé? Tu as lâché ton kimono? Non, j'ai pas lâché mon kimono. C'est pas tout à fait nouveau que je travaille un peu avec des athlètes. J'ai eu la chance de travailler avec pas mal d'athlètes dans différents domaines. Du ski, c'est assez récent, mais dans les jeunes talents, j'ai eu la chance et l'opportunité de travailler passablement déjà avec des jeunes talents. Et là, c'est une aventure. C'est plutôt Patrick qui pourrait parler en fait de la raison pour laquelle il est venu dire Olive. Voilà, justement, Patrick, cool. C'est vraiment toi qui t'es tourné vers Olivier. Bon, je l'ai soudoyé pas mal avant. Ah, d'accord. Non, mais en fait, c'est ça. Quand tu recherches à améliorer tous les éléments, la performance, c'est un ensemble de compétences. Il y a 5 éléments pour moi. Il y a la personnalité,
dans la personnalité, il y a le mental, la capacité à produire sa meilleure version au moment où ça compte. Il y a la technique, le physique, l'encadrement et le matériel. Ces 5 points doivent fonctionner parfaitement. Sinon, c'est pas possible de performer. Quand tout ça fonctionne, où sont les marges de progression? Et notamment sur la personnalité, dans le cas de Loïc, sur l'élévation de lui-même, comme on parlait tout à l'heure, là, il y avait vraiment une belle opportunité de progrès qu'on a identifié avec Matteo. Et puis, on en a discuté avec Loïc. Puis, lui, il était intéressé parce qu'il avait rencontré Olivier, comme tu l'as dit, lors d'un camp d'entraînement. Et puis, c'est là où on a dit, c'est la bonne manière d'approcher la chose, parce qu'on ne peut pas dire que Loïc n'a pas de force mentale quand on voit comment il a redressé les saisons passées et cette année, il est fort mentalement. Donc on ne peut même pas dire que c'est une faiblesse. Mais comment il se relâche, comment il devient la meilleure version de lui-même, ça c'était la clé, et la question. Et c'est pour ça qu'on a approché Olivier sur cet aspect-là. D'accord, c'est important aussi pour un skieur de voir peut-être un autre domaine, de sortir un peu de la routine, entre guillemets. Ou c'est pas du tout dans ce sens-là? Ça, c'est une chose, mais on le fait chaque année, ça. Par contre, d'amener une philosophie d'être, philosophie de s'exprimer, ça, je crois que c'est vraiment les compétences, entre autres, d'Olivier. Et ça compte beaucoup à ce niveau-là. Tu suis d'autres athlètes, Olivier, notamment Lucas Erni qu'on voit ici, Luc Roduit comme mentionné, Gabin Janet. Ce que tu amènes vraiment, cette méthode, c'est la philosophie, c'est ce dont vous travaillez? J'aimerais bien que la réponse soit oui, effectivement. Mais la vérité, c'est comme on peut l'entendre souvent, c'est l'athlète qui le dit et c'est l'athlète qui ressent et à la fin, c'est ses résultats qui parlent. Donc, de pouvoir faire partie un petit peu de l'entourage de ces athlètes de haut niveau, c'est effectivement apporter une petite pierre à l'édifice. Tout autour de ça, il y a tout ce dont on a parlé aujourd'hui, où il y a un staff complet de gens qui chacun apporte sa pierre. Puis après, c'est l'intelligence de l'athlète. L'intelligence, c'est créer des liens, et les liens que peut créer l'athlète entre ce qu'il vit avec les techniciens, le préparateur physique, le prépa mental ou d'autres activités qu'il fait à côté. Il y a une chose qui est intéressante que Loïc a dit récemment dans un reportage. Il dit en fait, les résultats de cette année, c'est la somme aussi de toutes les compétences que j'ai acquises avec les gens qui étaient autour de moi au fil du temps. Et notre rôle à nous, c'est un peu de transmettre, chacun dans ses domaines, et puis dans cette transmission, de se rendre compte qu'au fil du temps, des jeunes athlètes qui deviennent des athlètes reconnus, ils gardent un respect, une conscience de ça. Je trouve que ça, c'est très pertinent, quoi. Et globalement, l'accompagnement d'un skieur ou d'un sportif a changé ces dernières années. Est-ce qu'on prend plus de temps, on s'attarde sur ses préparations mentales ou d'à côté? Patrick, toi qui est dans le milieu depuis longtemps. Je pense qu'il y a beaucoup évolué, c'est l'équipe. Les multicompétences autour d'un athlète, on ne peut plus avoir une personne qui sait tout faire. Par conséquent, et c'est aussi pour ça que moi je bosse chez Elitemen comme ça, dans ma boîte, c'est de bosser en réseau avec des compétences dans les divers domaines au moment où c'est opportun, et d'être agile en fait dans cette organisation autour de l'athlète au fur et à mesure qu'il évolue. Ça, c'est vraiment, je crois, aujourd'hui nécessaire si on veut non seulement atteindre le haut niveau, mais y rester. Est-ce qu'il y a toujours eu autant de personnes dans l'encadrement? À l'époque, on en a parlé avant, tu travaillais avec Lara Goudberami. On voit d'ailleurs une image. Est-ce que c'était déjà le cas à l'époque d'avoir un encadrement fourni avec autant de spécialistes, entre guillemets? Ouais, moi, j'ai beaucoup évolué dans la manière de travailler avec Lara. Elle m'a beaucoup appris, et notamment dans sa manière de poser les questions sur les différents éléments qui constituent la performance. Et quand l'athlète te pose des questions, tu as deux possibilités. Soit tu essaies de répondre avec ce que tu sais, soit tu trouves la personne qui a la bonne réponse. Puis ça, je pense, c'est une intelligence d'équipe et d'encadrement. Si on reparle de Loïc, voilà, il est occupé en Super G, en slalom, en géant. Combien de fois vous le voyez pendant un hiver? Est-ce que vous avez le temps de le croiser souvent? Ou bien est-ce qu'à distance, vous travaillez à distance aussi? Comment ça se passe? Bon, ça dépend des athlètes, hein. Loïc, lui, il travaille fort en été physiquement, puis après, il prend ce qu'il a besoin et il l'utilise au fur et à mesure de l'évolution de l'hiver. Il va chercher dans ce qu'on a fait ce qu'il a besoin. Ça, c'est son intelligence et il le fait comme ça. Donc, je le croise assez peu en ce qui me concerne. On s'est vu dernièrement avant qu'il parte en Norvège, mais
Là, c'est au coup par coup. Il y a d'autres athlètes, un Luca par exemple, bon, il fait que le slalom, géant. Il a moins de discipline, donc on se voit un peu plus quand il rentre. Il y a des gens plus demandeurs que d'autres, hein, ça dépend des athlètes. Vous allez le voir sur place, comme à Adelboden, Olivier. Ouais, ça c'était une jolie aventure. Patrick aussi. Ouais, c'était bien. C'était sympa, ouais. Quelle expérience. Ouais, c'était chouette, une magnifique ambiance. Le fait de les voir performer aussi à ce niveau-là, c'était fabuleux. Loïc, fantastique. Luca a fait aussi un slalom fantastique, un géant fantastique. Donc c'était très chouette. Et puis j'ai appris cette chanson qui était fantastique, Yad Soberland. Ça, j'ai eu beaucoup de plaisir. Est-ce qu'on peut vous demander une petite démo? Vous êtes chanteur aussi. Je suis pas sûr que c'est une très bonne idée. Je suis pas sûr que c'est une très bonne idée. Si tu veux garder tes auditeurs et des spectateurs, je suis pas sûr que c'est une bonne idée. Et on va parler des questions auxquelles les auditeurs sont très réactifs. C'est les questions du tac au tac. Est-ce que vous êtes prêts? Vous pouvez répondre tous les deux, pas en même temps, mais vous cédez la parole. Plutôt café croissant ou spritz tapas? Ça dépend à quelle heure de la journée. Si tu dois choisir. Les deux. Pas en même temps. Café croissant. Réveil musculaire matinal ou entraînement intensif le soir? Les deux. Les deux si possible, mais de moins en moins avec l'âge, mais les deux. Vacances à la mer ou à la montagne? Toi, t'es embêté là, hein? Les deux. Moi, je suis plutôt la mer par contre. Ouais. Golf ou karaté? Toi, tu vas être pas assez poussé pour toi à répondre. Karaté, ça va être compliqué, donc je dirais golf. Pour moi, c'est assez les deux là, on va dire. Ouais. Et sport collectif ou individuel? Individuel. Pour moi aussi. Et encore une dernière question, Marine. Exactement. Je vais vous la laisser visionner. Hello Patrick, Olivier, une petite question à vous deux, donc chacun peut y répondre. Quels sont les principaux problèmes et challenges que vous rencontrez en tant qu'entraîneur d'athlètes de haut niveau? Patrick, est-ce que tu as des problèmes? Super bonne question ça. Ou quel challenge? Voilà, c'est quoi le principal challenge? Bon, ce qui concerne la préparation physique, pour moi, le principal challenge, c'est de les garder en bonne santé durant toute la saison. Parce que si le socle physique ne permet pas d'exprimer la technique, alors c'est difficile de performer. Donc en ce qui me concerne, moi, mon problème, non, le challenge, c'est effectivement de tenir une saison, c'est de tenir des impacts, c'est des grosses charges à un moment donné, tout en pouvant rester joueur fin dans son sport. Donc ça c'est le challenge, mais c'est ce qui me passionne. Olivier, ton challenge à toi? Moi, je dirais que pour moi, le plus gros défi à relever, c'est de garder un contact qui peut allier la confiance et le fait d'augmenter la capacité à être incisif. Ça veut dire que il faut. Tu posais avant une question par rapport à la fréquence à laquelle on soit avant la saison et pendant la saison, et de garder pendant la saison un contact dans lequel on continue à relancer certaines choses qui font référence à des choses qu'on a travaillées et qui sont pertinentes. Pour moi, c'est ça qui est le challenge. Bon, merci, il aura sa réponse comme ça, Loïc. Messieurs, merci d'avoir été avec nous sur le plateau d'après-ski et d'avoir partagé votre expérience. On croise les doigts pour vos athlètes pour la fin de saison. Et on va se quitter avec votre choix musical. Hein. Ça me paraît une bonne idée, ouais. Pas de surprise. On change pas tout, on chante pas nous par contre. Juste le début. Ok. Zoberland. Allez. Yad Soberland, Yad Soberland. Sperner Oberland. Yad Soberland. Quant à nous, on se retrouve la semaine prochaine à la même heure, mais pas au même endroit. On sera pour la dernière émission de cette deuxième saison chez Roland, le vrai en chair et en os. Roland Colombin à la Streif à Martigny. Ne ratez pas cette dernière émission. Mais avant ça, n'oubliez pas la tournée en piste du Noëliste ce samedi qui sera au Marécotte. On vous souhaite une bonne soirée. À la semaine prochaine. Ciao, ciao. Tschüss zusammen. Im Benroberland und das Benroberland ist schön. Ja, Soberland, ja, Soberland, das Benroberland ist schön. Ja, Soberland, ja. Toute l'actualité du ski, chaque semaine sur Rhône TV. Avec le soutien de Bliblablo de Net+, Ski Valais et les banques Raiffeisen du Valais roman.